Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Et oui, bien aujourd'hui sur Sud Radio, c'est d'un géant de la liberté dont nous allons parler, André Berkoff, Alexandre Solzhenitsyn, héros de la dissidence soviétique. Il est l'un des plus grands écrivains contemporains, André. Écoutez, on est très heureux vraiment de parler aujourd'hui, d'accueillir d'ailleurs Georges Niva et Stéphane Courtois pour célébrer le 50e anniversaire de la parution d'un livre qui est plus qu'un livre. C'est un événement, ça a été une bombe, ça a été, il faut le dire, le livre, on y avait eu effectivement des témoignages du Pierre Arthur Kessler, Kravchenko, des récits de la Colima, etc. Mais le livre qui a révélé l'état profond, le deep state, comme on dit en Amérique, de l'URSS, c'est bien l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, cette somme de 1300-1400 pages, sur ce goulag, sur cette machine d'extermination créée par Lénine dès 1918 et développée et à quel point par Staline. Environ 25 millions de victimes entre 1918 et 1956, fusillés, prisonniers, famine, etc. Et quelque chose qui a duré des dizaines d'années, beaucoup plus que le régime nazi, et qui a fait que c'est devenu une espèce de monument incontournable à la mémoire de millions de gens qui sont morts sur l'autel du totalitarisme. Et on va en parler justement aujourd'hui, Céline. Et oui, et surtout actuellement, il faut le préciser, André Berkoff, il y a une très grande exposition sur sa vie et son œuvre qui lui rend hommage en Vendée. Stéphane Courtois, l'historien, qui en est le conseiller scientifique, et bien sera avec nous effectivement en direct dans un instant sur Sud Radio pour en parler, ainsi que Georges Niva, grand historien aussi, qui a publié chez Fayard un livre passionnant, l'archipel du Goulag, 50 ans après. Alors restez avec nous, on revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. На Молдаванке музыка играет, кругом веселье пьяное шумит, а за столом доходы пропивает пахан Одессы Костя инвалида. Ce chant a été composé dans le Goulag, André Berkoff, où des millions de personnes ont péri, vous l'avez rappelé dans un instant sur Sud Radio. Effectivement, d'autres ont survécu, heureusement, à cet enfer soviétique. Le plus célèbre des rescapés, bien entendu, Alexandre Solzhenitsyn. André, dont l'œuvre littéraire est plus que jamais d'actualité. Pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir de grands spécialistes, de grands historiens. Georges Niva, historien des idées et slavisant, et Stéphane Courtois, historien du communisme. Alors, bonjour à vous et merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors pour commencer cette émission, Georges Niva, rappelons qui était Alexandre Solzhenitsyn. Il est né en 1918. Son père et sa mère s'étaient mariés à l'armée. C'est-à-dire qu'elle avait rejoint son fiancé à l'armée. Ils ont été mariés par le commandant. Ce qui est quand même assez spécial. Ensuite, son père est mort avant sa naissance. Ouais. Et ça joue un rôle, si vous voulez. La recherche de ce père, on la trouve dans plusieurs de ses œuvres. Il a fait la guerre dans les mêmes forêts prussiennes où son père avait fait la guerre. Ouais. Il y a un personnage de son grand roman La Roue Rouge qui est visiblement son propre père. Donc, si vous voulez, l'archipel du Goulag essaye de rendre compte de l'expérience à lui, personnelle, et de l'expérience des millions de gens qui ont été envoyés dans ce bagne.
Et après, il a essayé de comprendre pourquoi dans ce roman La Roue Rouge. Qu'est-ce qui fait que la Révolution, qui se voulait libération de l'homme, a accouché d'un monstre, on peut dire. En tout cas d'une contre-révolution. Le contraire, disons, de cette contre-révolution, c'était pas un monstre pour tout le monde, vous savez, comme dans tous les régimes. Bon, il y avait des enthousiastes. Je peux le dire puisque moi-même j'ai été l'élève d'un ex-enthousiaste, le professeur Pierre Pascal, qui a laissé une grande œuvre, qui a été fondé un petit groupe de bolcheviks français à Moscou. Et quand même, Alexandre Solzhenitsyn, jeune, vous voyez, dans les années 30, pendant qu'il étudie, il est marxiste. Il faut pas oublier ça. Et il est marxiste enthousiaste. Il écrit un poème sur Évariste Galois, le mathématicien français, qui a été enfermé dans la prison de Sainte-Pélagie, et dont la mort reste un petit peu énigmatique aujourd'hui, un génie des mathématiques. C'est une des toutes premières œuvres d'Alexandre Issaevitch, sauf que il interdit à sa veuve de le publier. De le publier, ah oui, d'accord. Alors, juste un mot. À quel âge il est arrêté et enfermé au goulag? Écoutez, les grandes... en 1945. En 39, il termine ses études. Avec sa première femme, il va enseigner dans un lycée en Ukraine. Ensuite, en 41, la guerre commence. Pour l'URSS, elle commence quand même avec un certain retard que nous connaissons. On n'oublie pas le pacte germano-soviétique. Et voilà. 39-41. Et alors, il a une belle carrière. Il fait du repérage acoustique des batteries ennemies. Tel qu'on le faisait à l'époque, en mettant 3 repérages acoustiques et en essayant de deviner d'où venait le bruit du départ de l'obus. Il a été encerclé, il a sorti son petit groupe de l'encerclement d'une façon héroïque. Il est devenu capitaine. Alors il a commis la petite erreur, c'est que il rêvait avec un de ses camarades de ce que serait la Russie après, la Russie libérée, et il s'envoyait des lettres, oubliant qu'il y avait une censure militaire, en disant quand le patron sera plus là, on fera ci, on fera ça. Le patron étant Staline. Le patron était évidemment Staline. Et c'est donc pour avoir osé critiquer Staline qu'il a connu les horreurs du goulag pendant plus de 8 ans, c'est ça en quelque sorte. Pour des expressions dans cette correspondance. Si vous voulez, c'est pas des conversations au café ou en famille, c'est uniquement dans 1 ou 2 lettres. Bon, il a été arrêté et il a commencé à connaître l'arrestation, la première cellule, tout ce qu'il va décrire dans l'archipel de Goulag, dans lequel, je vous rappelle quand même, il décrit à la fois l'expérience personnelle de celui qui est arrêté, qui tombe de son haut, puisque en général, il ne se reconnaît aucune faute. Et puis l'expérience collective. Et oui, de 227 rescapés des camps russes, en quelque sorte. Ce livre est basé sur leurs témoignages. Ça, c'est, si vous voulez, là, on saute à l'écriture. Parce que, après, bon, il y a le bagne, et puis ensuite, il y a l'assignation à résidence au Kazakhstan. Qui décrit comme quelque chose de merveilleux. Ce sont des pages archi-poétiques. Georges Niva, juste un mot. Quand il est arrêté, qu'il commence, enfin justement pour ces 2 ou 3 phrases dans la correspondance, on a l'impression presque, quand on le lit, sans du tout faire des comparaisons, du procès de Kafka. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi on est arrêté, mais on est arrêté. Il y a, je veux pas pousser trop la comparaison, mais il y a quelque chose quand même de l'absurdistan et commence là, quoi.
Je dirais pas tout à fait parce que lui, il a su assez rapidement pourquoi il était arrêté. Et ce marxiste, ce jeune marxiste enthousiaste qui avait des doutes depuis l'âge de 12 ans. Et le doute consistait en quoi? C'est que notre pays applique mal le marxisme. Bon, et ensuite il continue quand même sa vie de jeune étudiant. Vous voyez, les grands procès de Moscou de 37 n'ont pas laissé une trace énorme dans sa vie parce qu'il était occupé à faire la cour à sa future femme, à faire ses études qui étaient quand même, rappelons-le, à la fois mathématiques, physique et littéraire, histoire et philosophie, par correspondance avec Moscou. Tandis que mathématiques et physique, c'était chez lui, à Rostov-sur-le-Don. Et il a eu du mal à comprendre ce qui lui arrivait. Et lorsque il s'est mis à écrire une journée d'Ivan Denisovitch, qui est quand même son premier roman, oui. Une nouvelle d'une centaine de pages. C'était la première fois qu'il révélait l'existence, en quelque sorte, des camps dans ce livre. C'était la première fois que l'URSS se révélait. Si vous voulez, on avait parlé des camps au début comme de merveilleuses institutions de rééducation de l'homme qui s'est fourvoyé. En hommage à l'homme nouveau. Oui. Alors c'est Gorky, les expéditions de Gorky au camp de Salavki, etc., qui sont des pages indignes, disons, dans l'histoire de la culture russe. Et lui écrit cela, l'envoie à Novimir, qui est la revue libérale, entre quelques guillemets quand même, de l'époque dirigée par le poète Twardowski, dont, il faut quand même le rappeler, Twardowski est au comité central du Parti communiste de l'URSS, et en même temps, sa famille a été découlakisée. Ah oui, c'est ça. Renvoyé en Sibérie. C'est 56, ça, c'est 1956, je crois, non? À peu près. Ivan Denisovitch. À peu près. Non, c'est en... Ça a été publié en 62. À 63. Enfin, fin 62. Fin 62, sur la décision de Nikita Khrouchtchev. Parce que vous savez, Twardowski ne pouvait pas de lui-même. Donc, on a lu à haute voix à Khrouchtchev, il était surposé à ce moment-là en Crimée, et ça lui a plu. C'est-à-dire le langage du petit Ivan Denisovitch, qui est un moujik russe, ses aventures, ça lui a plu, il a pris cette décision. Ça a été un premier raz-de-marée, vous savez, en URSS. Et dans le monde. Et dans le monde. Et puis ça reste un petit chef-d'œuvre. Eh oui, c'est ce livre qui l'a rendu mondialement connu à l'époque. Absolument. C'est ça. Absolument. Stéphane Courtois, bonjour et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Quelle est votre analyse au propos de Georges Niva? Je ne peux qu'abonder effectivement ce qui est impressionnant, c'est de voir comment un homme comme Solzhenitsyn, qui globalement est ce que j'appellerais un honnête homme, adhère de manière spontanée, volontaire, au régime dans lequel il fonctionne. Il est un bon petit pionnier, il est un excellent soviétique, normalement il coche toutes les cases, il va avoir de la promotion, etc. La guerre se déclare, bien entendu, il s'engage, il y va à fond. Georges Niva l'a bien dit, il est héroïque, etc. Et puis il fait cette toute petite erreur. C'est un minuscule grain de sable finalement. Mais bon, il ne s'est pas rendu compte effectivement qu'en réalité, derrière cette façade merveilleuse du communisme, du bonheur du peuple, etc., il y a un gigantesque appareil de répression qui contrôle toute la situation et qui surveille en permanence tous les citoyens et qui ouvre leur courrier. Et là, dès qu'il y a un petit dérapage, ça suffit.
Ça suffit. Alors en plus, c'est pendant la guerre. Donc je dirais que ça ne fait que redoubler bien sûr. la suspicion, parce que c'est bien ça le problème. Il y a une espèce de loi générale des suspects en permanence, et évidemment, si vous prêtez le flanc à la suspicion, alors là, vous tombez dans tout à fait autre chose que de toute évidence, Solzhenitsyn n'imaginait pas. Et d'ailleurs, Georges Nival a dit, les grands procès de 36, 37, 38, ça n'a pas eu l'air de le gêner beaucoup. Mais d'un seul coup, il tombe, j'ai envie de dire, il tombe tout cru, hop, dans la marmite bouillonnante. Et là, il est totalement effrayé dans un premier temps, c'est évident. Il n'y a qu'à voir même ces photos de zèques, ces photos de détenus. Hein, on voit un homme qui est complètement abattu. Il ne comprend plus ce qui se passe. Là, Et d'ailleurs, alors bien sûr, une journée d'Ivan Denisovitch, c'est très important puisque ça a la caution officielle du pouvoir. Hein. Alors, dans quel cadre, ce serait plus on va pas rentrer dans tous les détails. Il y a certainement, c'est un enjeu de combat politique au sein de la direction du parti soviétique, puisque Khrouchtchev n'a pas que des amis, il en a déjà liquidé un ou deux, etc. Donc, et il va bientôt être liquidé. Hein. La journée d'Ivan Denisovitch est publiée en 62, Khrouchtchev va tomber en 64. Ses chers collègues vont l'envoyer à la retraite. Hein. Donc, en considérant qu'il a peut-être fait certaines bêtises. Peut-être la journée d'Ivan Denisovitch a été mise à son début. Mais ce n'était qu'un début, Ivan Denisovitch. C'est ça qui est intéressant. Alors, ce n'était qu'un début, mais il faut rappeler, mais Georges Nival en parlera beaucoup mieux que moi, qu'avant ça, Solzhenitsyn a écrit ce grand roman, Le Premier Cercle, qui est quelque chose où on voit que là, il commence vraiment à comprendre ce qu'est le régime, et en particulier cette propagande, ce mensonge, ce secret, cette terreur. Là, on a vraiment un concentré. Et d'ailleurs, l'intitulé même, Le Premier Cercle, peut renvoyer au cercle de l'enfer de Dante. Donc on a là. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment cet homme qui adhérait totalement à une idéologie, à un régime, à un personnage, évidemment, on en sort Staline en permanence, eh bien, d'un seul coup, il tombe dans un trou gigantesque, et puis il se met à réfléchir. Et le miracle de la liberté, c'est bien ça. Il se met à repasser tout le film, bien sûr, avec une vision qui est de plus en plus critique. Georges Nival. Oui, Georges Nival, moi ce qui m'a frappé, enfin ce qui est frappant je trouve dans l'archipel du Goulag, c'est qu'on l'a dit, effectivement ce livre repose sur de nombreux témoignages effectivement des zèques, des anciens effectivement détenus des camps russes, tout ça, mais comment il a comment il a gardé en mémoire tous ces témoignages qui lui ont été transmis oralement à l'époque. Et qui devient ce que vous dites une cathédrale d'écriture après, mais l'enregistrement, la mémoire, c'est fabuleux. Ça, c'est pour pas les 226 témoins lui et certains de ses aides invisibles, comme il dit, sont allés les voir après la publication de Ivan Denisovitch. Et dans sa mémoire, il y a par exemple la révolte de Kengir, la révolte d'Ekibastuz, parce que il était là. De nombreuses conversations. Je pense que ce jeune homme encore un peu naïf, très doué, inspirait une grande confiance. Parce que quand on voit qu'il a des amis anciens socialistes comme Fastienko ou bien comme Souzi, qui est un Estonien, on se rend compte à quel point il a fait son éducation, il a fait ses universités à l'intérieur du camp et de la prison. C'est-à-dire, non seulement il n'a pas perdu son temps, mais il a appris l'histoire. Il a vu des émigrés blancs, il a vu des communistes américains. Un communiste américain qui s'est retrouvé là parce que son père l'a amené à Moscou par enthousiasme, le père ennemi du peuple et le fils... Donc, en fait, il a rencontré une palette incroyable de gens, quoi. C'est ça. Mais il y a une chose à propos de ce que Stéphane Courtois vient de dire. Le premier cercle, c'est le premier cercle dans la Divine Comédie de Dante, qui est réservé
aux sages, mais aux sages qui n'ont pas connu la révélation du Christ. Et la Divine Comédie joue un rôle important. Dans la Divine Comédie, Dante est accompagné par Virgile pour descendre aux enfers. Et dans l'archipel du Goulag, le narrateur, c'est-à-dire Alexandre Isaïevitch Solzhenitsyn, est accompagné par Ivan Denisovitch, ce qui est une petite merveille d'avoir trouvé ça. Ivan Denisovitch, qui est son propre personnage, ce moujik russe, l'accompagne. Et alors, de temps à autre, il fait la description immense de la tribu des Zèques, et puis il se retourne. Ivan Denisovitch, est-ce que ça suffit? Et Ivan répond, oh, alors non, certainement pas. Nous n'avons encore dit que le tout petit début des choses. Ouais, c'est fou, ça. C'est fou. Georges Niva, ces camps soviétiques, on peut le dire, c'était des camps de la mort, mais est-ce qu'on peut comparer le Goulag à Auschwitz? Si vous voulez, c'est des questions qui sont posées dans un très grand livre dont il faut quand même évoquer l'existence, c'est-à-dire Vie et destin de Vassili Grossman. Ah oui. Où extraordinaire livre. Vous avez cette femme qui entre dans la chambre à gaz à Auschwitz. Elle est nue, comme tout le monde. On est pressé. Il y a un enfant de 3 ans, 4 ans, qui a perdu ses parents. Elle le prend dans les bras et elle lui raconte « Nous allons aller au paradis ». C'est une scène extraordinaire d'un grand écrivain, parce qu'évidemment, Grossman n'a pas été au Goulag. Grossman n'a encore moins été dans une chambre à gaz d'Auschwitz, et néanmoins, vous avez là la génialité d'un écrivain qui arrive à nous faire vivre quelque chose d'extrême que lui-même n'a pas vécu. Et le livre, vous avez mentionné le récit de la Kolyma. Varlam Shalamov est un grand écrivain. Et comment dire, Solzhenitsyn le connaissait et lui avait proposé de collaborer et d'écrire ensemble ce qu'allait devenir l'archipel du Goulag. Quand on connaît les deux œuvres, on peut dire que c'était une proposition étonnante. Ils ne pouvaient pas collaborer. Parce que ce sont deux artistes, deux poètes totalement différents. Il y en a un, pour dire les choses brièvement, si vous voulez, il y en a un qui quand même recherche la lumière. C'est Solzhenitsyn. Parce que, au fond des ténèbres, il recherche la lumière, un peu comme Léon Tolstoï. Et il y a un élément, comment dire, chrétien dans l'œuvre de Solzhenitsyn, si on songe à la maison de Matrona. Mais en face de lui, Shalamov était un trotskiste. Alors, il y a eu des millions de gens qui sont partis à la mort en tant que trotskistes, ce qui ne voulait rien dire. Ils n'avaient même pas lu Trotsky. Dans le cas de Shalamov, il était trotskiste. Disons, l'accusation était juste. Mais Solzhenitsyn rend beaucoup hommage à Shalamov dans son livre, enfin, de façon très très claire. On va peut-être reprendre... Et oui, dans un instant sur Sud Radio, l'archipel du Goulag, 50 ans après, plus que jamais d'actualité. On va vous dire pourquoi dans un instant sur Sud Radio avec nos invités. Alors restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Là Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et oui, heureusement que Solzhenitsyn, André Berkoff, qui a dit la vérité sur le régime soviétique, n'a lui pas été exécuté. Georges Niva, l'archipel du Goulag, en raison de sa formidable description du totalitarisme et de ses crimes, est plus que jamais d'actualité. La preuve, votre livre, L'architecte, 50 ans après, on rappelle qu'il y a 50 ans exactement, pratiquement jour pour jour, c'était un 28 décembre, cela paraissait en cyrillique, c'est ça, à
Imca Press, voilà. Et vous aviez assisté, je crois, vous y étiez, Georges Niva. Je connaissais Nikita Struff qui conduisait cette maison d'édition, mais je n'étais pas au courant de tous les secrets. D'accord. Sans parler de tous les secrets, mais justement, 50 ans après, on a l'impression vraiment, comme tous les monuments, ce sont des monuments, je dirais, éternels, en tout cas, immanents, mais qu'est-ce que nous dit aujourd'hui l'archipel du Goulag? C'est la question qu'on va poser évidemment à Stéphane Courtois aussi, mais qu'est-ce que nous dit l'archipel du Goulag aujourd'hui, en 2024? Je pense que c'est un livre qui fait partie des grands livres, depuis, vous savez, l'Iliade d'Homère, sur l'humain et l'inhumain, ou la fabrique de l'inhumain. Et cette fabrique d'inhumain, au XXe siècle, a pris des dimensions nouvelles. L'inhumain n'était pas nouveau, mais les dimensions sont devenues nouvelles. Alors, il y a de grands livres comme La Nuit de Elie Wiesel sur les camps de la mort de l'éclairisme. Oui. Et puis, la littérature russe nous a quand même fourni, avec Vassili Grossman, que j'évoquais tout à l'heure, et avec Solzhenitsyn, et beaucoup d'autres, mais n'entrons pas dans ces détails, une description, un diagnostic sur l'humain et l'inhumain. Il me semble que l'archipel de Goulag nous aide aujourd'hui, si on le relit, dans un monde qui va de plus en plus vers la cruauté et l'inhumain, et que nous avons du mal à comprendre, vu le déchaînement de cet inhumain, nous aide à comprendre ce que c'est, quand est-ce qu'on sort de l'humain. À partir de quel moment, en quelque sorte, on n'est plus un être humain? Et est-ce que l'on peut revenir en arrière dans l'humanité? Voilà cette question fondamentale que tout le monde se pose aujourd'hui. Consciemment ou inconsciemment, c'est vraiment la question fondamentale dans l'archipel. Stéphane Courtois, c'est aussi votre opinion sur l'humain et l'inhumain, sur l'archipel? Oui, je dirais presque même que ça va plus loin, parce que finalement, dans l'humain, il y a cette charge de cruauté qui est permanente. Hein, c'est la vieille histoire de Caïn et Abel. Quelque part, il n'y a rien de nouveau. Simplement, Georges Niva a raison de le rappeler, la cruauté a toujours existé, et la cruauté en politique en particulier. Mais c'est vrai qu'au XXe siècle, avec la création des régimes totalitaires, dont à mon avis Lénine est un des fondateurs, on est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une dimension à la fois politique dans l'organisation du parti politique qui va porter une idéologie, et puis cette idéologie fanatique qui justifie tout. Hein. Le nouveau parti, le type de parti que propose Lénine, et qui a été copié par les autres, qui a été copié par les nazis, par Mussolini, etc., le parti de révolutionnaires professionnels, se met à l'écart de la société. La société ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de prendre le pouvoir pour instaurer sa propre idéologie, sa propre conception, et pas seulement une conception qui permet de s'emparer du pouvoir, une conception qui va chercher à contrôler, y compris l'individu, ce qu'il pense, etc. C'est vraiment la caractéristique du régime totalitaire par rapport à beaucoup d'autres dictatures. C'est la volonté de contrôler les individus. Et ce qui arrive à Solzhenitsyn est tout à fait caractéristique. Il a donné 2-3 petites idées comme ça en passant dans une lettre, et pof, ça y est, il est pris dans les filets, il est classé. Comme un papillon, et tout ça n'est jamais que le résultat d'une gigantesque organisation de répression et de terreur que très souvent le citoyen ordinaire, le citoyen qui adhère, ne voit pas. Oui, bien sûr. Tant qu'on adhère au régime, il est protégé. On n'a pas de raison de subir des conséquences. Pensez bien, pensez dans le sens du pouvoir et tout ira bien pour vous. Non mais en plus, on en tire quand même des gratifications. Bon, dans une URSS où quand même
la vie quotidienne était extrêmement difficile après la guerre civile et après la collectivisation, etc. Bon c'est un auteur soviétique qui disait ça, hein, avoir pendant ces années-là dormir sous un toit, dans un lit et avoir à manger 2 ou 3 fois par jour, c'était un privilège formidable. Donc voilà, hein, il y a toujours des gens qui tirent des gratifications dans ce type de régime. Bien sûr. Comme dans tout type. Même les bourreaux les plus abominables tiraient des gratifications. Ils obtenaient un ordre de Lénine, un ordre du drapeau rouge avec des primes à la clé, etc. C'est une affaire qui marche. Selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'un goulag est-il encore possible, Stéphane Courtois, Georges Niva? Allez-y. Le contexte a changé. On ne peut pas refaire exactement l'histoire. L'humain, l'inhumain se développe et suivent leur voie. Si vous voulez, on n'est pas dans un retour au stalinisme pur et simple. Mais, naturellement, cette terreur que d'ailleurs Alexandre Solzhenitsyn a étudié dans la Révolution française, puisqu'il a écrit un livre qui s'intitule « Les deux révolutions, la russe et la française, des leçons, quelles leçons on peut en tirer ?» Et donc il voit que la terreur a été proclamée en France au bout de 3 ans de révolution. Il a aussi parlé de la Vendée, mais nous en reparlerons. On en reparlera dans un instant. Il est allé en Vendée, c'est vrai. Il a une petite remarque, d'ailleurs, qui est assez étonnante, en disant, malgré tout, même les robespierristes parlaient des patriotes. Et les patriotes étaient un mot positif. Chez nous, c'est devenu un mot entièrement négatif. Et c'est très intéressant. Stéphane Courtois, est-ce que, sans dire que le goulag en tant que tel, non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des tentatives, vous savez, c'était Jean-François Rebel qui parlait de la tentation totalitaire. Est-ce que les tentations totalitaires, on a l'impression qu'elles sont toujours là, en tout cas? Oui, d'abord, il y a encore des régimes totalitaires. La Corée du Nord est quand même un régime totalitaire caractérisé. Certes. La Chine, en dépit de ce que beaucoup d'Occidentaux ont voulu croire, reste quand même un régime totalitaire, je dirais peut-être de basse intensité, c'est-à-dire qu'on ne massacre pas comme sous Mao Tse-tung. Mais bon, allez en parler aux Ouïghours, ils vont pas vous en parler parce qu'on leur interdit d'en parler. Bon, hein, donc voilà. Et les Tibétains sont déjà passés par là, etc. Donc voilà, ça existe encore. Et puis il y a effectivement cette tentation totalitaire, c'est-à-dire un certain nombre de régimes qui commencent à cocher les cases, les unes après les autres. Hein, donc alors la répression, la terreur, le contrôle des individus un par un. Prenez l'Iran, le contrôle des femmes. C'est clair. Je parle même pas de l'Afghanistan, où là c'est vraiment terrible que les filles soient tout simplement sorties d'une vie sociale et d'éducation. Donc là il y a des éléments quand même tout à fait caractéristiques, alors qui n'aboutissent pas pour l'instant encore au grand régime totalitaire emblématique qu'on a connu, qui sont les deux grands. Hein. Bon, le communisme d'abord, parce qu'il faut quand même rappeler que le communisme était antérieur au nazisme, hein, et que le camarade Lénine avait quand même créé la Tchéka, l'organe de la terreur, dès le 20 décembre 1917. Donc c'était vraiment, c'était programmé, je dirais, c'était dans les gènes du léninisme, mais les nazis, évidemment. Alors peut-être, par rapport à votre question tout à l'heure sur les camps, le goulag, ce qui est caractéristique du système nazi concernant l'extermination des Juifs, c'est vraiment, on a tort de parler de camps de concentration. Il s'agit de centres de mise à mort. C'est ça, camps d'extermination. Les Juifs arrivaient dans des trains directement dans des centres où ils étaient exterminés directement et totalement. Bon, le goulag, c'est autre chose. C'est un système de travail forcé. Oui, extermination par le travail, ouais. Oui, de travail forcé dans des conditions terribles. D'ailleurs, Georges Niva l'a évoqué, au début, c'était considéré comme un système de rééducation par le travail. Oui, absolument. Bon, jusqu'au moment où cette rééducation... Mais il y a eu l'extermination par la faim aussi sous Staline. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est pour ça qu'il faut peut-être préciser un peu que le mot goulag
depuis l'archipel, est devenu un mot absolument fourre-tout, oui, un mot valise, symbolique de tous les crimes, etc. Il faut distinguer. Le camarade Staline était un homme très organisé, donc il faut rappeler que ceux qui allaient au goulag, c'est ceux qui n'avaient pas encore été fusillés quand même. Hein. Ouais. Et oui, au moment de la collectivisation en 1929, 30, 31 de l'agriculture, les paysans révoltés, on a commencé par en fusiller des dizaines de milliers. Et puis les autres, on les a expédiés massivement au goulag avec leurs familles. Mais certains opposants ont été fusillés. Certains opposants ont été fusillés avant d'aller au goulag. Non, pas au goulag. Si vous êtes fusillé, j'entends pas. Ouais. C'est un peu terminé. Ouais, oui. C'est un peu terminé. Oui. Non. Et donc le goulag, le goulag au sens où Solzhenitsyn le prend, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'il l'appelle l'archipel, c'est ce système concentrationnaire. Il suffit de prendre une carte des camps de goulag dans toute l'URSS. L'URSS, le pays du monde le plus étendu, il y en avait partout, hein, et avec des camps principaux, des camps secondaires, etc. Et ça couvrait toute l'URSS, et c'était ce gigant. Alors, avec quand même à la clé, rappeler que on estime qu'environ 15 millions de soviétiques sont passés par ces camps. Ce qui est quand même 15 millions. Ça vous paraît, ça vous paraît un chiffre... quand même un traumatisme collectif. C'est vrai. Non mais Stéphane Courtois, on n'a pas les chiffres exacts, que certains disent 25 millions, d'autres disent 15 millions. Écoutez, moi, en tant qu'historien, je me tiens à des chiffres minimums, disons, comme ça, qui peuvent difficilement être contestés, 15 millions. Bon, d'accord. Ce qui est déjà pas énorme. mal. Oui, si ça vous... oui. Comme disait Ivan Denisovitch à Solzhenitsyn, encore un peu plus. Bon, si ça ne vous suffit pas... C'est terrifiant. Mais juste un mot, moi, ce qui me phrase à propos d'Auschwitz et du goulag, alors la comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais comme par hasard, là c'est rééducation par le travail, et au fronton d'Auschwitz, c'était le travail rend libre. Arbeit macht frei. Vous savez, oui, bien sûr, parce que oui, mais attention, Auschwitz était d'abord un camp de travail forcé où on liquidait progressivement les adversaires du régime, mais il y avait ensuite aussi parallèlement un système d'extermination des Juifs à Auschwitz. Tout à fait. Non, mais ça on l'a dit. Tout à fait. Donc voilà. Georges Niva. Donc à Auschwitz, il y avait les deux. Il y avait le camp de concentration et le centre d'extermination. Aujourd'hui, il y a quand même à Auschwitz un musée, on peut aller le voir. Ce qui se passe dans la Russie d'aujourd'hui n'est pas tout à fait la même chose, puisque le camp de Perm 36, où il y avait un musée, ce musée était le musée des victimes, évidemment. Il a été organisé par Mémorial, comme beaucoup d'autres petits musées à l'intérieur de l'immense pays. Il est aujourd'hui devenu une sorte de musée. Je n'y suis pas allé, mais j'ai lu dans les publications de Mémorial, qui est plutôt un musée du fonctionnement des gardiens héroïques qui s'occupaient de ce camp de Perm 36. Où est passé... Vous voulez dire qu'il y a en Russie quand même non pas une dissimulation après tout ce qu'il y a eu, mais ce n'est plus un sujet qu'on traite comme les mémorials en Allemagne ou en Pologne par rapport à ce qui s'est passé. Écoutez, ce qu'avait fait fondamentalement Mémorial, c'est de demander à tous les jeunes écoliers partout où Mémorial était intéressé, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont allés au goulag dans vos proches, dans les amis de vos parents, chez vos grands-parents, et tous ont trouvé. Tous ont trouvé, parce que tout le monde, un grand nombre était passé par là. Et la liquidation de Mémorial, qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans, c'est quand même la liquidation d'une certaine mémoire qui cherche la vérité. D'accord. Et même, on peut dire, et même d'une certaine conscience de la Russie, qui est malheureusement qui ne veut pas se reconnaître. Et oui, en tout cas, aujourd'hui, l'Historia de la Vendée rend hommage à Solzhenitsyn. Il s'était rendu il y a 30 ans. Quels étaient les liens qui l'unissaient à ce département français? On vous dit tout dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. À l'horizon, le ciel est encore rouge. Sans sommation, il tire sur tout ce qui bouge. On les appelle les colonnes infernales du général. Ils ont brûlé nos fermes et nos églises. Ils ont noyé nos prêtres par surprise. La Loire n'est plus qu'un long fleuve de sang, chouant. Eh oui, chouan, Alexandre Solzhenitsyn était profondément attaché à l'histoire du soulèvement vendéen. André Berkoff, à l'occasion du 30e anniversaire de sa venue en Vendée en 1993, eh bien, le département lui rend hommage à travers une très grande exposition, donc, qui a lieu à l'Historia de la Vendée, au Luc sur Boulogne, jusqu'au 9 juin. Stéphane Courtois, vous êtes le conseiller scientifique de cette rétrospective. Que peut-on y découvrir? On y découvre une présentation générale de Solzhenitsyn l'homme, qui il était, avec tout son itinéraire, des photos, beaucoup d'œuvres, y compris de ce qu'il a écrit, etc. Et puis y compris des choses qui renvoient à sa propre vie. Par exemple, un uniforme de soldat de l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ouais. Bon. Et puis, ça c'est l'homme. Bon. Et puis l'œuvre, évidemment, il y a beaucoup de choses sur l'œuvre et autour de l'œuvre, des documents, des ouvrages d'historiens. Par exemple, un ouvrage très important de l'association mémoriale qu'on évoquait, qui est un recueil biographique des grands bourreaux du NKVD, de NKVD, donc l'ancêtre, si je puis dire, du KGB, les gens qui pratiquaient directement la terreur sous Staline. Et on a là tout leur pédigré, les uns derrière les autres, avec leurs photos, leurs ordres, leurs décorations, etc. Bon, l'exposition raconte aussi le système, l'état profond. Oui, bien entendu, de il y a de grandes cartes. Il y a de grandes cartes du goulag pour qu'on puisse justement comprendre ce mot archipel. Un archipel, ça vaut. On a l'impression qu'on va se promener aux Maldives. Non, pas du tout. On va se promener dans un gigantesque système concentrationnaire. Et donc, on a de très grands panneaux qui montrent tout ça. On a des grandes chronologies. Il y a un catalogue très fourni avec différents auteurs qui ont fait leur propre présentation, y compris sur la dimension littéraire de Solzhenitsyn, parce qu'elle est quand même la dimension d'historien est très importante, mais la dimension littéraire est aussi très importante. Ne jamais oublier que c'est un immense écrivain, c'est ça aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà. Alors, ce qui m'a un peu surpris, c'est que finalement, cette exposition, c'est la seule initiative un peu importante qui est prise en France pour commémorer les 50 ans de l'archipel. Alors oui, vous avez raison. Juste Stéphane Courtois, pour vous dire, il y a une peut-être moins grande et moins importante, mais à Imka Press qui a publié donc ce en cyrillique, à partir du 22 janvier, c'est bien ça, il y a une exposition. Oui, à Paris, André. Voilà, oui, tout à fait. Paris, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Mais oui, pour revenir juste. Oui, revenons à son intérêt pour la Vendée, parce qu'il était venu effectivement donc il y a 30 ans pour inaugurer le mémorial des Lucs sur Boulogne, où il y avait eu en quelque sorte l'un des pires massacres des guerres de Vendée. Rappelez-nous pourquoi il était si attaché à cette région de France. Il était attaché à l'histoire de cette Vendée, de la révolte des Vendéens des années 1793-1794. Il semblerait que, en tout cas c'est son témoignage, que sa mère le lui ait évoqué à travers différents auteurs russes, Dostoïevski, Tchekhov, etc., qui évoquaient, ça avait beaucoup marqué. Il faut quand même rappeler que le massacre des Vendéens, c'est quand même une tentative d'extermination pure et simple de toute une population, et une population paysanne. C'était bien ça qu'il fallait souligner, avec deux éléments importants. D'abord, une révolte militaire de ces paysans qui ont fini par être écrasés par l'armée régulière de la Révolution fin 1793, et puis ensuite
les fameuses colonnes infernales de la chanson, c'est-à-dire là l'extermination des populations, ce qui est un tout autre registre. Et de toute évidence, Solienitsyn avait été frappé par ça. Et quand Philippe de Villiers, qui était à l'époque le président du Conseil général et qui avait décidé de créer cet historial de la Vendée, a invité Solienitsyn à venir pour l'inauguration, c'était un petit peu une bouteille à la mer. La bouteille est arrivée à bon port. Oui, bien sûr, on connaît. Merci beaucoup, merci Stéphane Courtois, merci Georges Niva. On a malheureusement plus le temps de continuer, mais merci à vous. Mais je crois qu'on va reprendre cette discussion sur le totalitarisme parce que ça mérite plusieurs émissions. Merci en tout cas à vous. Et Solzhenitsyn, effectivement, doit aujourd'hui être lu, Georges Niva. Je rappelle que votre livre, donc L'archipel du Goulag, 50 ans après, est paru chez Fayard. Voilà, et surtout, chers auditeurs de Sud Radio, si vous êtes de passage en Vendée, allez voir cette superbe exposition donc qui est consacrée à Solzhenitsyn, donc jusqu'au 9 juin au Luxe sur Boulogne, à l'Historia de la Vendée. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaye.